Merci Bernard. Comme on dit dans des textes anciens, et la lumière fut. Voilà. Bien, ben écoutez, on va pas tarder et je vais ouvrir cette soirée en vous disant, mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être là, si nombreux, vraiment si nombreux, c'est assez rare pour une réunion de ce genre au Parlement européen. Et merci aussi, surtout, d'être venus démentir par votre seule présence les fadaises sur le silence des Juifs de France. Et d'Europe. Je disais précisément de France. En France comme ailleurs, merci de votre silence, en France comme ailleurs, en France comme en Israël, les Juifs sont politiquement divers, mais comme aux États-Unis, comme en France, comme en Israël, les Juifs sont très majoritairement, histoire aidant, d'ardents partisans des libertés, des Lumières et de la démocratie. En France comme en Israël, il ne s'en trouve que bien peu, une bien minoritaire minorité, pour mettre leur lecture des textes au-dessus de la République et rêver d'aller imiter l'Iran, sa théocratie et sa primauté du clergé sur le Parlement, la justice, les forces armées et surtout avant tout sur les citoyens et bien entendu les citoyennes. Cette minorité-là menaçait pourtant de s'imposer en Israël parce que le leader d'un grand parti avait besoin d'elle pour échapper à des poursuites judiciaires. Israël était menacé, Israël est toujours menacé, d'un voyage vers les ténèbres, mais nous savons la réaction que cette seule perspective a suscité. Preuve de sa vitalité, preuve de sa démocratie, il y a plusieurs mois maintenant qu'Israël est dans la rue, la gauche et la droite, les start-up et l'armée, les jeunes et les vieux, les Ashkénazes, les Russes et les Séfarades. L'écrasante majorité des Israéliens défend un État laïque et démocratique, un régime politique dont la démocratie ne se définit pas par la seule organisation d'élections, mais par l'existence également, c'est si fondamental, de contre-pouvoirs forts et d'une stricte séparation des pouvoirs. C'est par solidarité avec cet Israël-là que nous sommes réunis ce soir, mais nous le sommes aussi tout autant parce que tout démocrate européen a le devoir de partout défendre l'état de droit et de le faire avant tout aux marches de l'Union et bien entendu en son sein. Ce que nous combattons à Budapest, nous devons aussi le combattre à Jérusalem. Et c'est pour cela que le député européen que je suis se sent honoré et dans son rôle d'élu de l'Union, en parrainant cette réunion de J-Call et vous accueillant ce soir avec bonheur, espoir et fierté. Je vais maintenant passer la parole à David Chemla, qui, en tant qu'incarnation ce soir de J-Call, sera l'organisateur de cette soirée, celui qui dispensera la parole et rappellera à ceux qui parlent trop longtemps qu'il ne faut pas parler si longtemps. Je vous remercie. David, la parole est à vous. Merci Bernard. Et d'abord, merci à toi et toute l'équipe qui vous accompagne au Parlement de nous avoir aidés à organiser cette manifestation. Ça a été beaucoup de travail et je tiens vraiment à le signaler d'abord. Et cette soirée, donc, nous la co-organisons avec le Centre communautaire juif laïque, le CCLJ David Susskind, dont la plupart des membres sont là ce soir. Et je les remercie aussi de nous avoir aidés à organiser cette soirée. Vous savez,
Quand on avait choisi, il y a plusieurs semaines, avec nos petits comités de préparation, cette date du 27 mars, on n'a pas une seconde pu imaginer qu'elle serait à quel point une date historique qui restera certainement dans l'histoire d'Israël. Et on verra comment les événements qui sont en train de se passer évolueront. Pour nous, c'était une nécessité d'être là ce soir, dans cette enceinte où il y a 13 ans, en mai 2010 précisément, dans cette enceinte qui, pour près de 450 millions d'Européens, représente le temple de la démocratie européenne, nous avons lancé l'appel de J-Call. Et c'était il y a déjà 13 ans. Un appel à l'époque adressé aux dirigeants d'alors pour les alerter face aux dangers qui menaçaient à nouveau l'existence d'Israël. Ce n'était pas cette fois-ci un danger provenant de ses ennemis extérieurs, certes toujours présents, et auxquels ils savaient faire face, mais un danger dont ils occultaient l'existence, celui que faisait peser sur ce pays auquel nous sommes, en tant que citoyens européens, juifs indéfectiblement attachés, un danger que faisait donc peser sur ce pays la poursuite d'une occupation sur une population qui aspirait à son indépendance. Nous affirmions dans cet appel, il y a donc 13 ans, qu'il y avait une urgence à y mettre fin et que soit créé un État palestinien à ses côtés pour garantir à Israël sa pérennité en tant qu'État démocratique à majorité juive, comme l'avaient voulu ses pères fondateurs. C'était il y a 13 ans. Nous nous retrouvons aujourd'hui, une deuxième fois dans cette enceinte, pour lancer un nouvel appel aux dirigeants israéliens d'aujourd'hui, qui pour certains sont les mêmes qu'il y a 13 ans. Au danger précédent, toujours présent, et qui n'a fait que s'aggraver, s'en rajoute aujourd'hui un autre, qui n'en est pas moins dangereux. Celui de voir ce pays perdre son caractère démocratique, du fait de lois votées par une majorité circonstancielle à la Knesset. Nous nous adressons à nouveau à ces dirigeants pour leur dire qu'ils ne sont pas seulement aujourd'hui responsables de l'avenir d'un État dont ils doivent conduire la politique. Ils sont aussi responsables d'une espérance qui avait le jour après 2000 ans. Certains diront par miracle, d'autres diront par la volonté de ses fondateurs et des circonstances historiques. Mais cette espérance, ce troisième temple, peut, comme les deux précédents, lui aussi disparaître. Il peut disparaître non pas à cause des menaces externes, certes toujours présentes, mais par les menaces internes, celles de la division que causerait un vote par la Knesset de loi qui conduirait à l'abandon de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qui sont les conditions de la démocratie. Israël a été créé comme un État juif et démocratique. J'insiste sur le « et ». Juif parce que c'était, et c'est toujours le sens même du projet sioniste, démocratique parce que c'est la leçon que nous, juifs, avons retenue de l'histoire. Nous savons la dette que nous devons à la démocratie. C'est depuis son avènement que nous avons pu acquérir une pleine citoyenneté dans les États où nous vivons et où ce régime est en vigueur. Si Israël existe aujourd'hui, il le doit d'abord à son peuple, mais aussi aux démocraties libérales qui le soutiennent depuis sa création. Quitter cette famille, déjà pas si nombreuse sur la planète, serait tout aussi dangereux pour Israël que la pire des menaces extérieures. Enfin, nous sommes là aussi, et aujourd'hui encore plus avec ce qui se passe dans les rues d'Israël, pour apporter notre soutien aux centaines de milliers d'Israéliens qui, depuis plusieurs semaines, descendent dans les rues, enveloppés du drapeau bleu et blanc, et nous crions avec eux « Démocratia, démocratia ». Ce n'est pas besoin de traduire ce mot-là. Tout le monde le comprend dans toutes les langues. Voilà, ce sont les messages que nous sommes venus vous dire ce soir dans cette enceinte, et tous les orateurs que je remercie encore d'être présents, que je vais introduire tout à l'heure, sont venus aussi le dire, chacun à sa façon. Donc, la soirée va se dérouler de la façon suivante. Certains orateurs parleront, puis nous avons enregistré d'autres qui ne peuvent pas être là ce soir. Donc, parfois, comme maintenant, je vais donc passer la parole à Madame Dominique Schnapper, qui n'est pas là, que nous avons enregistré il y a 2 semaines à Paris. Madame Schnapper
présidente du musée d'art juif et du judaïsme à Paris, sociologue, ancienne membre du Conseil constitutionnel, me semble être la meilleure personne pour nous expliquer en quoi cette loi pose des problèmes par rapport même à la définition de ce qu'est une démocratie libérale. Vous pouvez envoyer, s'il vous plaît, l'enregistrement de Mme Schnepper. J'espère que ça marche. Il y a une série de lois qui sont inquiétantes. La première, c'est la remise en cause de la Cour constitutionnelle. Parce que comme Israël n'a pas de constitution, le rôle de la Cour suprême est particulièrement important dans la vie politique. Et c'est un des signes des démocraties illibérales de s'attaquer toujours à ce qu'on appelle soit le tribunal suprême, soit la Cour suprême, soit la Cour constitutionnelle. Le projet de réforme prend deux dimensions. La première, c'est le changement du recrutement, qui n'assure plus la supériorité des juristes sur les politiques, ce qui est le premier point. Et le deuxième point, qui est que les décisions de la Cour suprême, selon le projet, peuvent être corrigées par une décision de la Knesset. Or, le principe même d'une Cour suprême, c'est d'être supérieur à toutes les décisions politiques. C'est l'affirmation du principe de l'état de droit par rapport aux décisions politiques. Et donc, en prévoyant que dans certains cas, la Knesset pourra revenir sur une décision de la Cour suprême, on touche à un des principes absolument fondamentaux de l'ordre libéral. Ce qui est à la fois inquiétant sur le plan moral et ce qui, je crois, politiquement est quand même très dangereux, puisque les seuls véritables alliés, malgré tout, d'Israël sont des démocraties libérales, et se mettre à dos les démocraties libérales par ce genre de dispositions ne me paraît ni moralement ni politiquement très profitable au destin d'Israël. La loi de la majorité fait partie de la démocratie, mais il fait aussi partie de la démocratie le respect des minorités et surtout le respect de l'état de droit. C'est à l'intérieur de l'état de droit que la règle de la majorité doit être respectée. Et par définition, dans les démocraties, le régime politique est provisoire puisqu'il est soumis à la prochaine élection et l'état de droit, lui, est permanent. En donnant à la Knesset la possibilité de revenir sur une décision de la Cour suprême, c'est remettre en question l'état de droit au nom d'une majorité qui, par définition, est une majorité provisoire. La démocratie, justement, se caractérise par la transcendance de toutes les appartenances ethniques ou religieuses. Et donc, comme beaucoup de sociétés, Israël, peut-être un peu plus que d'autres, comprend une série de tensions ou de contradictions. Et juif et démocratique, c'est une contradiction logique. Cela dit, la politique, ça consiste à gérer des tensions et des contradictions. La politique israélienne a toujours été de concilier ce qui est inconciliable, ce qui est une des dimensions de la politique, et de concilier à la fois la dimension juive qui elle seule justifie l'existence d'Israël, et d'autre part le projet démocratique qui doit donner la citoyenneté israélienne à d'autres que des juifs. Alors si la nouvelle majorité inspirée par l'extrême droite en arrive à faire de l'État d'Israël un État où seuls les juifs ont la pleine citoyenneté, ils remettent en cause la dimension démocratique du pays. Et l'équilibre toujours délicat entre ces deux dimensions risque, avec cette majorité, d'être mis en cause. On n'a pas pu faire une constitution libérale dans un pays qui voulait être juif et démocratique. C'est pas par hasard. Donc il y a un certain nombre de grandes lois qui servent de constitution, mais Claude Klein l'explique très bien. La contradiction même du projet sioniste rendait impossible de faire une constitution. D'où l'importance de la Cour suprême, et nous en revenons à ce rôle de la Cour suprême, dont le rôle a justement été de gérer cette tension fondamentale, c'est-à-dire de respecter les grands principes libéraux, tout en tenant compte de la dimension juive de l'État d'Israël, faute de quoi Israël n'a pas de raison d'être. Et cet équilibre est précaire et rend inquiétante l'évolution actuelle, où on peut craindre que la double dimension ne soit pas conservée. En ce moment, Israël est pratiquement divisé en deux camps. Il
il y a une majorité de cette extrême droite, mais elle est assez faible. Et donc, il y a la moitié de la population israélienne qui est dans l'opposition et qui lutte pour une démocratie libérale. Et étant donné les liens de la diaspora avec les Israéliens, elle peut avoir une influence en soutenant le combat des opposants. En même temps, la diaspora n'est pas citoyenne de l'État d'Israël, donc elle peut peser de son poids dans la direction de l'opposition. Le problème particulier est tout de même celui des États-Unis, sans lesquels Israël ne pourrait pas exister. Et donc, il ne faut pas, d'un point de vue politique, il ne faut pas qu'Israël décourage son allié américain. Je crois que ce serait grave pour son avenir. Merci. Merci, Madame Schnapper. J'ai pensé qu'après cette présentation des problématiques que pose cette loi, le meilleur orateur qui puisse donc succéder à Mme Schnapper est notre ami Patrick Klugman. Patrick est avocat. Il est parmi les fondateurs de J-Call. Il était à cette tribune il y a 13 ans avec moi et d'autres qui sont présents ici ce soir pour lancer cet appel de J-Call. Patrick, à toi. Merci David, je ne sais pas si on m'entend, je l'espère. C'est un singulier pied de nez qui nous est lancé d'avoir convoqué, cher David, cette réunion il y a 2 mois, au jour du paroxysme de la crise démocratique israélienne. Ce qui se passe aujourd'hui est incroyable. Nous sommes dans une situation que la philosophie qualifie d'aporie, que la politique qualifie d'impasse parfaite. Vous avez la ruse face à la rue, et c'est la situation de blocage qui caractérise ce qui se passe actuellement, où des tractations, apparemment, au moment où nous prenons la parole, semblent encore en cours. Mais je ne voudrais pas que les tractations du soir nous fassent oublier le moment que nous vivons, qui est absolument incroyable. Et si je voudrais donner un mot qui paraît une expression pour définir ce à quoi je pense, malheureusement, la langue française ne me l'offre pas, mais je dirais Rak Be Israël. Il n'y a que en Israël où nous voyons ce qui se passe actuellement. Malheureusement, les dérives populistes n'épargnent aucune des démocraties. On a vu en Europe, en dehors, en Amérique, aux États-Unis, de grands pays, les plus anciennes démocraties, gagnées par ce poison du populisme. Mais nulle part, nous avions vu une réforme populiste bloquée par une révolte populaire. Ça, je peux le dire, chers amis, Rak Be Israël. La situation est à ce point que le gouvernement, certes, est encore majoritaire, la Knesset, avec une majorité qui apparemment s'étiole quand même jour après jour, mais le Premier ministre Netanyahou ne peut plus se déplacer ni dedans ni en dehors de sa coalition, ni dedans ni en dehors d'Israël, sans être conspué et arrêté par des foules qui sont mobilisées et qui sont démocratiques. Ces foules, qu'est-ce qu'elles revendiquent ? Avant tout, le drapeau d'Israël. Ces foules, qu'est-ce qu'elles chantent ? Partout, la Hatikva, l'hymne national. Et ce mouvement, il est né à Tel Aviv, peut-être, mais il s'est étendu à Jérusalem et jusque dans les colonies. On le voit partout. Il rassemble bien sûr ceux de la high-tech, il rassemble surtout les hauts gradés de Tsahal. Où ailleurs a-t-on vu une armée et ses plus hauts gradés voler au secours des libertés ? Rak Be Israël. Donc moi, je vous le dis, ce soir, je suis plus plein d'espoir que jamais sur l'issue de cette crise. Partout, on a vu des gens s'élever et des manifestations, là, on ne les avait jamais vues. Le Premier ministre lui-même, qui comptait sur un consensus et sur une espèce d'autorité que lui confiait sa position, est partout empêché dans son projet. La réforme n'est pas arrêtée, la réforme se poursuit grâce à cette majorité sans légitimité, mais elle est déjà, pour l'heure, suspendue. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'œuvre actuellement ? On disait partout qu'il n'y avait plus de camp progressiste en Israël. On disait qu'il n'y avait plus de camp démocratique en Israël. On disait ce pays miné par les divisions, par la fracture, par les dissensions. Et si nous assistions à une renaissance nationale
autour de l'idée démocratique. C'est en tout cas mon sentiment. Quelles sont les issues possibles? On a vu, encore une fois, pour la première fois, le président de l'État sortir de son rôle d'arbitre, voire, certains diraient un peu sévèrement, de pantin, de prendre la parole, de condamner ce qui se passe, de demander au gouvernement d'interrompre son projet de réforme et lui-même de proposer avec des constitutionnalistes un projet. Ça, c'est une piste. Mais moi, je vous le dis, on ne connaît pas encore l'issue. On ne sait pas si, finalement, la rue arrêtera cette révolte. Mais ça ne serait pas la dernière des pichenettes et la dernière de l'ironie si ce mouvement qui a voulu mettre à bas le droit finisse par l'essor d'un mouvement constitutionnel en Israël. Et si, à force d'avoir voulu entraver la Cour suprême, cet État finissait 75 ans, 80 ans après sa création, par se doter d'une constitution. C'est en tout cas moi ce que je lui souhaite, parce que quand on veut abattre le droit, il faut dresser le droit et dresser autour de lui des murailles de protection, parce que c'est le droit qui, à la fin, protège toujours les citoyens. En tout cas, et je ne veux pas être plus long, parce qu'on a été sévère sur la longueur de nos propos, il y a partout des dérives populistes. Il n'y a nulle part une révolte populaire comme celle-là. Et ce que l'on voit, encore une fois, ce qui est singulier, ce qui est unique, ce qui est incroyable, l'attachement viscéral, incroyable, inexorable et, à mon avis, inarrêtable du peuple israélien envers son régime démocratique. Merci Patrick. Te succède à cette table Madame Anne Sinclair, qu'on ne présente pas, journaliste, essayiste, et à qui je passe avec grand plaisir la parole. David Chemla m'avait demandé de faire un discours personnel, alors j'ai fait un discours personnel. Je suis française, je suis juive, j'ai l'État d'Israël à 2 mois près, et ce qui s'y passe depuis 3 mois me bouleverse. Il y a chez les Juifs en diaspora cette double fierté d'appartenir pleinement au pays où ils sont nés et d'éprouver de l'orgueil devant ce qu'a accompli Israël en 75 ans. Un pays porteur d'idéal, de justice, de progrès, et qui pourrait en remontrer beaucoup à nos vieilles démocraties européennes. Je suis aussi journaliste. J'ai interviewé beaucoup de responsables politiques et rendu compte des événements du monde. Et si j'ai répondu à l'invitation de J. Cole, ici, au Parlement européen, qui nous fait l'honneur de nous accueillir, c'est qu'il s'agit de bien autre chose que de la politique israélienne, car les Juifs de la diaspora ont le droit de dire leur inquiétude quand la démocratie est menacée ou non même du judaïsme. Alors j'entends ceux qui pensent que nous ne devrions pas parler sous prétexte que nous ne vivons pas en Israël. Nous aurions donc le droit de nous exprimer sur l'Ukraine, et seulement le droit de nous taire sur Israël. Nous aurions le droit de parler ou d'écrire sur Trump et ses turpitudes, mais pas sur Netanyahou et ses scandales, sur les discours liberticides d'Erdogan, mais pas sur les propos terrifiants de Smotrich. Et pourquoi? Parce que nous sommes juifs, alors que c'est justement en tant que juifs que les coups portés à Israël nous atteignent, parce qu'ils touchent au sens même qu'a pour nous l'État juif. J'entends aussi ceux qui pensent qu'on risque d'apporter de l'eau au moulin des antisémites au moment où l'Europe connaît une remontée de l'antisémitisme, sans que ce soit bien sûr comparable. Ça me rappelle les antistaliniens qui autrefois ne voulaient surtout pas parler de ce qui fâchait en URSS pour ne pas apporter de l'eau au moulin des affreux Américains. Nous serions donc aujourd'hui les chevaux de Troie de ceux qui veulent la destruction d'Israël. Laissez-moi rire, ou plutôt pleurer, de cette hypocrisie. Comme de nombreux juifs, j'ai toujours dit à Jérusalem ou à Tel Aviv que j'étais pour une solution à 2 États, tout en revendiquant mes liens indissolubles avec Israël et mon attachement indéfectible à sa sécurité, et c'est le cas de nous tous ici. Si nous ne disons rien, nous sommes complices du danger qui guette Israël, et c'est pourquoi nous devons parler. Depuis bientôt 3 mois, j'ai honte et j'ai peur. J'ai honte de voir le chef du gouvernement israélien prêt à tout pour échapper aux poursuites qui l'atteignent depuis si longtemps, y compris pour cela
on l'a dit, à piétiner le conflit d'intérêts auquel il est soumis, bref, à s'affranchir des règles élémentaires de la démocratie. Les juristes l'ont dit avant moi, Dominique Schnapper, vous l'avez entendu, que le gouvernement veuille ou non, pas réformer, mais faire taire la Cour suprême, c'est un crime que le gouvernement fasse ce choix-là. Begin lui-même, mis un jour en difficulté par l'Attorney General, l'avait au contraire appuyé en disant que son statut n'était certes gravé nulle part, mais que dans ce cas, la tradition avait force de loi. J'ai honte de voir qu'on a pu, en Israël même, employer le mot de pogrom pour une expédition punitive organisée fût-ce en représailles d'un horrible double meurtre. Pogrom, un mot qui, pour moi, appartient à la martyrologie juive et dont je n'aurais jamais pu imaginer qu'il puisse désigner un jour une action commise par des juifs contre un autre peuple. J'ai honte que le ministre des Finances d'un pays démocratique ait pu appeler à raser un village arabe et tenir des propos que des administrations étrangères amies ont qualifiés de répugnants. Et comment ce même ministre a-t-il osé dire à Paris il y a 10 jours que le peuple palestinien n'existait pas? Comment? J'ai honte comme femme et comme personne. Je me suis souvent insurgée contre les pays où règne un islam fanatique conduit par des mollahs bornés qui soumettent les femmes à des lois rétrogrades ou qui poursuivent les personnes LGBT. Et je suis indignée de voir au gouvernement d'Israël des hommes pétris d'un judaïsme d'antiquité qui voudraient renvoyer les femmes à la maison, qui tiennent des propos homophobes et dégradants ou qui freinent les mesures obligeant les hommes violents à porter un bracelet électronique alors que tous les jours les femmes sont violentées. J'ai donc beaucoup de raisons d'avoir honte, mais j'ai aussi peur. J'ai peur d'abord pour la sécurité d'Israël quand les réservistes refusent de se présenter, quand on craint que le mouvement ne gagne l'ensemble de l'armée, que le ministre de la Défense lui-même, très inquiet, appelle à une pause dans l'examen de la loi et qu'il se fait hier soir limogé par son Premier ministre pour avoir dit la vérité. On mesure l'ampleur des risques que ce gouvernement fait courir à son pays. J'ai peur quand j'entends le ministre de l'Éducation, à l'instar de ce qui se passe en Hongrie ou en Turquie, vouloir nommer les directeurs de la National Library, la Bibliothèque nationale, cette institution si éminente de l'État d'Israël. Elle est gardienne des racines, de la mémoire, de l'identité du peuple juif, et le contrôle sur la connaissance entre les mains du pouvoir politique est toujours une mauvaise action. J'ai peur, comme journaliste, quand je vois les menaces pour couper les fonds publics pour Cannes, pour la télévision publique, parce que le gouvernement trouve que Cannes donne trop de place aux critiques le concernant. J'ai peur, comme citoyenne, attachée à l'idée d'une démocratie laïque, d'un gouvernement pieds et poings lié aux nationalistes les plus religieux qui vont transformer le judaïsme, et cela nous concerne, nous aussi, ô combien, en une acception purement religieuse et radicale. J'ai peur, enfin, comme l'a craint le président Herzog, que le pays ne se fracture ou qu'éclate une guerre civile. Israël est donc face à la menace la pire qui soit, perdre le sens de sa raison d'être et passer du statut du seule démocratie libérale de la région à une théocratie illibérale. La démocratie, ce n'est pas juste la loi de l'élection, ce sont des principes supérieurs et fondateurs. C'est vieux comme le monde de voir un régime arriver légalement par la voie électorale et imposer des mesures pour accroître son pouvoir et s'éloigner de la démocratie. C'est pour tout cela que beaucoup redoutent un changement de régime, beaucoup, presque la majorité, ou en tout cas la moitié d'Israël. Les citoyens savent très bien s'ils sont ou non en présence d'un coup d'État. Le seul test est de se demander si le pouvoir exécutif a des limites ou s'il a les mains libres. Si demain un gouvernement décidait de supprimer le droit de vote des Arabes israéliens, de voter des lois contre les personnes LGBT, de limiter le droit de grève ou de supprimer la liberté de la presse pour les journaux antigouvernementaux, qui pourrait, en Israël, s'y opposer, sinon la Cour suprême? Les citoyens l'ont compris, qui se mobilisent en masse. Et c'est ce qui fait qu'à côté de la honte ou de la peur, j'ai de la fierté et de l'admiration qu'une société est à ce point ancrée en elle l'idée de démocratie qu'elle en scande le mot, comme on le disait tout à l'heure, manifestation après manifestation. 500 000 personnes l'autre jour, l'équivalent de 5 millions en France ou d'1 million en Belgique, manifestant dans les rues d'Israël, du nord au sud, sur Kaplan à Tel Aviv comme à Haïfa, où ces femmes en longs costumes rouges, coiffe blanche sur la tête, à la façon de ce feuilleton terrifiant, La Servante écarlate, et qui, pour souligner l'avenir sombre que les fanatiques promettent aux femmes, ont défilé
comme dans une marche funèbre. Quand un peuple se soulève dans ses proportions, ce n'est pas juste l'opposition qui manifeste contre un gouvernement, c'est un peuple inquiet de ce que l'on fait en son nom. Car nous ne sommes pas ici à Bruxelles pour soutenir l'opposition politique à un gouvernement démocratiquement élu. Mais quand les citoyens israéliens, jeudi après jeudi, samedi après samedi, hier soir encore et aujourd'hui, se lèvent pour protester, nous, juifs de la diaspora, nous devons les soutenir. Et c'est une fierté supplémentaire que vous soyez, vous aussi, ici ce soir. Ceux qui me connaissent savent que je suis une irréductible admiratrice de Pierre Mendès France. Et j'aime à citer cette phrase de lui qui est très belle et juste. La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de science civique, de respect de l'adversaire. En un mot, c'est un code moral. Merci. Merci Anne. Je suis sûr, si Pierre Mendès France était encore parmi nous, il aurait été à cette tribune. Il est arrivé de le rencontrer dans d'autres circonstances, quand déjà il se battait pour une solution au Proche-Orient. Je suis certain qu'il aurait été là ce soir. Je tiens aussi à un point technique, cette réunion se tient majoritairement en français. Tout à l'heure, Noah, que je salue, qui parlera et qui chantera en fin de soirée, s'exprimera en anglais. Donc il y a une traduction simultanée qui est assurée par notre ami Michel Zotowski, que je salue. Là, et pour tous ceux qui ne comprennent pas le français, ils n'ont qu'à trouver le bon canal sur la télé, sur ordinateur pour pouvoir trouver la version en anglais. Après Anne, lui succède à cette tribune Maurice Lévy, qui n'est pas là, il est aux États-Unis, mais il a tenu à être présent parmi nous à travers un enregistrement que nous avons réalisé il y a une quinzaine de jours dans ses bureaux de Publicis à Paris. Maurice Lévy, président du conseil de surveillance du groupe Publicis, président du board de gouverneur du Centre Pérez pour la paix à Tel Aviv et administrateur de l'Institut Weizmann. Merci. Pouvez-vous envoyer l'enregistrement de monsieur Maurice Lévy, s'il vous plaît? Très longtemps, je suis un soutien absolu de l'État d'Israël et que parmi les choses que j'aime dans ce pays, c'est justement la vitalité de cette démocratie et le fait qu'il y ait cette forme de Cour suprême qui est un peu à l'américaine, une institution qui est à la fois comme le Conseil constitutionnel que nous connaissons en France et comme la Cour suprême américaine, une institution de poids qui permet justement de maintenir un équilibre très juste entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et que cet équilibre doit être préservé à tout prix. Donc tout ce que j'ai pu lire sur ces lois m'inquiète énormément pour l'État d'Israël et pour son image. Alors là, je vais utiliser le peu de choses que je connais dans le domaine de la communication pour dire à quel point l'image d'Israël a été façonnée sur la dimension démocratique. C'est le seul État démocratique de la région. C'est le seul État qui apparaît aux yeux des Occidentaux et du monde entier comme étant un État dans lequel le check and balances, comme on dit, est parfaitement équilibré. Et là, tout d'un coup, avec ces dispositions, on crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, peut-être qu'il ne se verra pas tout de suite, mais il sera pernicieux dans la durée et il atteindra de manière durable l'image démocratique de l'État d'Israël. C'est en cela que je suis personnellement très opposé à ces lois. J'espère qu'il va y avoir une prise de conscience des gens qui sont actuellement au gouvernement pour dire on va trop loin, on va revenir à quelque chose de plus raisonnable parce que c'est absolument indispensable
non seulement pour l'image d'Israël, mais pour la place d'Israël dans l'échiquier mondial. Israël a gagné sur un certain nombre de plans une image pionnière, que ce soit dans le domaine des startups, que ce soit dans le domaine de la technologie, de la science, et en particulier dans le domaine de la démocratie. Cette image-là doit être préservée à tout prix. Elle a une valeur incommensurable et qui est presque légale que du bouclier défensif que l'État d'Israël avec Tsahal. C'est très important. Et donc, il est absolument indispensable que l'équilibre soit préservé. Je ne le pense pas, j'en suis certain. J'arrive des États-Unis, où j'ai été aussi bien à New York qu'à Los Angeles, et j'ai eu à rencontrer énormément de chefs d'entreprise, d'amis, de relations, pour certains juifs, pour d'autres non-juifs, et tout le monde est inquiet. Et c'est une inquiétude sérieuse. Et cette inquiétude, elle n'est pas seulement sur la question des droits humains, mais véritablement de l'essor de l'État d'Israël et de la relation que les gens peuvent avoir avec l'État de droit. Il me semble d'ailleurs que quelqu'un comme Benjamin Netanyahou, qui est un homme qui connaît très bien les États-Unis, doit avoir une conscience très aiguë de cela. Il ne faut pas qu'il se trompe. Et d'une certaine façon, cela ajoute aussi à une tendance mortifère que nous connaissons aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qui est l'augmentation de l'antisémitisme. Et donc ce formidable bouclier qui est cette démocratie ouverte, le fait que tout est permis en Israël, et en particulier la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer contre le gouvernement de manière extrêmement ouverte, comme on le voit avec les manifestations qui se déroulent en ce moment. Et je crois qu'il est crucial que cette prise de conscience ait lieu et qu'on se dise, attention, les conséquences seront économiques, elles sont politiques, il ne faut pas se tromper, elles sont politiques. Il faut que les Israéliens prennent conscience du fait que cette dimension qu'ils ont été les premiers à utiliser à plus d'une reprise. Combien de fois dans leur discours a-t-on entendu dire « Nous sommes le seul État démocratique de la région ». C'est un bien extrêmement précieux qu'ils doivent à tout prix préserver. Les Juifs du monde entier soutiennent Israël pour la très grande majorité d'entre eux. Ils soutiennent en temps de paix comme en temps de guerre. Le temps de paix est devenu beaucoup plus important que le temps de guerre. Et si l'économie israélienne est si florissante, c'est parce que le soutien est également très puissant en temps de paix. Il ne faudrait pas que ce soutien ne se traduise plus qu'en temps de guerre, que personne n'a envie de voir. Et ça veut donc dire qu'on peut effectivement craindre une division du soutien de la diaspora. Quand je dis division, ça peut même être plus dur que cela. Il peut y avoir une véritable cassure. Je crois que nos amis israéliens, je tiens à leur dire à quel point nous les soutenons, et nous soutenons l'État d'Israël, nos amis israéliens ne se rendent pas compte de la valeur qu'ont les images, et ne se rendent pas compte de la puissance des mots. Et actuellement, ce qui est en train de se passer est quelque chose qui leur fait un tort considérable. S'ils veulent véritablement continuer leur développement, continuer la poursuite des accords d'Abraham à d'autres États et devenir un phare dans cette région, une région tourmentée, difficile, il est absolument indispensable qu'ils deviennent exemplaires là-dessus, qu'ils redeviennent exemplaires. Et il me semble qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de mi-chemin où l'État s'exprime dans toutes ses dimensions de manière complètement démocratique avec chacun des pouvoirs en place, ou commence à trichoter, et à ce moment-là, ça jette l'opprobre, et pour ne pas dire plus, sur l'ensemble du dispositif et du système israélien. Il n'y a pas de marchandage, là. Il n'y a pas de demi-mesure. L'intégrité
de la Cour suprême doit être respectée. Et l'idée qu'un Parlement puisse overrule, pour employer un terme qu'ils entendront bien, une décision de la Cour suprême est une idée qui est non seulement malheureuse, mais qui peut causer un tort et un préjudice durable à l'État d'Israël. Merci, Monsieur Lévy. Aurait dû être aussi... Je rappelle que M. Lévy a aussi écrit récemment dans Le Monde un article où il reprend à peu près les termes de ces propos que nous venons d'entendre. Aurait dû être également présent à cette table où, via les réseaux, Madame Einat Gez, qui est femme d'affaires israélienne à la tête d'une entreprise florissante de la high-tech. Pour les raisons liées à la fois à la situation économique et politique actuellement, elle n'a pas pu être là. Donc, voilà, donc elle était prévue au programme, je rappelle seulement. Mais Einat Gez a été parmi les organisatrices et a pris la parole plusieurs fois au cours des manifestations qui ont eu lieu. Maintenant... Elle a surtout mis son argent et son oui. affaire. Ça, c'est important. Oui, elle a aussi, effectivement, Élie le rappellera tout à l'heure, pris des positions. Tu reviendras sur cela peut-être. Voilà. Donc maintenant, je passe la parole à Alain Finkielkraut. Alain a été un de nos, comment dirais-je, parrains de JCLO quand nous l'avons créé il y a 13 ans déjà, avec d'autres personnes qui ne sont pas là ce soir, comme Bernard-Henri Lévy et Danny Cohn-Bendit. Bernard-Henri Lévy et Danny Cohn-Bendit nous envoient des messages de soutien. Et tout à l'heure, Élie donnera un petit extrait de le dernier article de Bernard-Henri Lévy dans Le Point. Mais Alain, membre de l'Académie française, philosophe, à toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Pour que l'on n'abuse pas du pouvoir... Pardon, je suis sourd. Pour que l'on n'abuse pas du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est la grande leçon de Montesquieu. En application de ce principe, je proteste en France contre les empiétements du pouvoir judiciaire, contre par exemple le fait de confier au Conseil constitutionnel le destin de la réforme des retraites, ou encore contre la décision prise par le même Conseil constitutionnel de décriminaliser, au nom du principe de fraternité, dès qu'elle poursuit des fins désintéressées, l'aide à la circulation des étrangers en situation irrégulière, comme si la devise républicaine avait pour mission et pour vertu d'effacer les frontières. Et selon le même principe, dans le même esprit, je soutiens ceux qui, en Israël, protestent avec force contre une réforme judiciaire qui ne mettrait plus aucun frein aux décisions du pouvoir politique. Ce pouvoir, en Israël, veut avoir les mains libres pour multiplier sans encombre les implantations juives en Cisjordanie et pour délaïciser autant que faire se peut l'État d'Israël. Les manifestants qui défilent semaine après semaine, soir après soir, en brandissant des drapeaux frappés de l'étoile de David, sont des patriotes. Ils défendent en même temps la démocratie et le sionisme politique contre le sionisme messianique dont se réclament les durs du nouveau gouvernement. Messianique, c'est-à-dire acosmique, indifférent au monde, au rapport de force, à l'opinion, à ce que dit, à ce que pense, à ce qu'éprouve la diaspora, car obéissant à la volonté divine. On ne peut dissocier en effet le projet de réforme judiciaire des propositions
des initiatives et des déclarations incendiaires d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich, les deux représentants du sionisme religieux au sein de la coalition. Instauration de la peine de mort pour les terroristes, légalisation des implantations sauvages en réponse aux attentats, affirmation que le peuple palestinien n'existe pas. Benyamin Netanyahou, dans une allocution prononcée quelques heures même, avant sa visite à Londres, a appelé à éviter une déchirure au sein du peuple. En limogeant son ministre de la Défense, qui l'invitait à abandonner cette réforme, Benyamin Netanyahou a au contraire ratifié la déchirure. Il y a d'un côté ceux qui, comme Smotrich, réclament, Anne Sinclair l'a rappelé, que soit rasé le village palestinien d'Ouara après les assassinats de 2 jeunes habitants d'une implantation juive. De l'autre, ceux qui, comme l'affirme l'officier de Tsahal chargé de la sécurité de Cisjordanie, cela qualifie de pogrom les incendies de voitures et d'habitations qui ont répondu à cet attentat. Oui, de pogrom, vous l'avez rappelé. Ces deux Israëls apparaissent irréconciliables et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les tenants du sionisme politique. Je pense notamment à David Grossman, qui disait de son fils Uri, mort au volant de son tank, à la veille, au dernier jour de la guerre du Liban, que c'était un jeune homme un peu anachronique, un enfant des années 1950, avec son honnêteté totale et la façon d'assumer la responsabilité de tout ce qui se passait autour de lui. J'ai confiance, car je vois dans les rues de Tel Aviv, de Haïfa et de Jérusalem beaucoup de jeunes gens des années 50, ou en tout cas des personnes de tous âges anachroniques, et je les vois démentir avec éclat le diagnostic de tous ceux, et ils sont nombreux, jusque dans l'enceinte de ce Parlement, qui regardent le sionisme comme le dernier-né du ventre encore fécond. Israël, une démocratie devenue illusoire. Tel était le titre d'un éditorial du journal Le Monde paru à la veille et non au lendemain de l'installation du nouveau gouvernement Netanyahou. Illusoire, disait l'article, depuis l'occupation de la Cisjordanie. Non, Israël est digne d'amour et d'admiration. Rak be-Israël, disait Patrick Lugman. Et le sionisme doit être défendu contre ceux qui, en Israël, le caricaturent et menacent de le détruire. En post-scriptum, je voudrais vous faire connaître une citation du grand historien israélien J.L. Talmon, auteur notamment d'un livre magnifique, Les origines de la démocratie totalitaire. De nos jours, dit Talmon, le seul moyen d'aboutir à une coexistence entre les peuples est bien que cela puisse paraître ironique et décevant de les séparer. Ces mots ont été écrits en 1980 dans une lettre envoyée à Menachem Begin, et ils n'ont rien perdu de leur pertinence. La lettre de Talmon a vieilli sans prendre une ride. Mais si un gouvernement israélien
demain a le courage d'en tirer les conséquences, il est à craindre que la déchirure aille jusqu'à l'affrontement armé. Je suis admiratif du grand sursaut d'une partie de la société civile israélienne et en même temps, j'ai peur car je ne sais pas si Israël, coupé en deux, pourra faire l'économie d'une guerre civile. Je vous remercie. Merci Alain. Pour poursuivre, nous avons été à Tel Aviv interviewer Madame Tzipi Livni, ancienne ministre de la Justice et également ancienne ministre des Affaires étrangères, qui aujourd'hui s'est retirée de la politique. On verra ce que les événements suivront diront, si elle décidera un jour d'y retourner, mais nous lui avons demandé également le sens de ce combat qu'elle mène avec d'autres dans les rues d'Israël. Vous pouvez envoyer la vidéo, s'il vous plaît. Très bien. On était bien tous les deux. On était sur le même... Israel was born as a Jewish democratic state. As written in our Declaration of Independence, Israel is the nation state of the Jewish people with equal rights to all its citizens. For 75 years, we kept these two values of Israel, Jewish democratic state, with an hyphen, same level. But now there are those that are trying to take the Jewishness of the state and put it above Israel as a democracy, something which is not acceptable at all. So what you see now in Israel, these are not judicial reforms. This is turning the Jewishness of the state of Israel into a religious aspect instead of national one, and trying to minimize the nature of Israel as a democracy. I believe that democracy is a matter of values, of equal rights, of freedom, and it's not just system of election. And therefore, the good news is that lots and lots of Israelis understand now what's going on. They're taking the street, demonstrating with Israeli flags, saying that Israel will remain Jewish democratic state, nation state for the Jewish people with equal rights to all its citizens without discrimination. This is what we are fighting for. Qui mieux pour illustrer le combat de cet Israël que l'on regarde et qu'on admire dans les rues en ce moment, que Noah, la chanteuse que nous admirons depuis longtemps, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui est arrivée dans la nuit, aux petites heures du matin de Tel Aviv, et qui est avec nous aujourd'hui. Noah, toda rabba shigat. Shalom, everybody. Can you hear me this way? Yes, can you... So far from the microphone. I'm very honored to... Je suis très honoré d'être ici. Je suis désolé, je ne parle pas le français. Avec cette table ronde exceptionnelle. Anne, merci. Je te connais depuis longtemps. Et je suis tout à fait en cohésion avec ce que tu as dit. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Patrick aussi. Étonnant, extraordinaire. Tout le monde. Je n'ai rien d'écrit. C'est pas ma façon de faire. Je ne peux pas lire quelque chose d'écrit. Je vais improviser comme les musiciens. Mais ça vient toujours du cœur. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est pas 500 000 ou 600 000. 650 000. Et ça pour une population de 9 millions d'habitants. 650 000 personnes dans les rues. Du nord au sud, de Kiryat Shmona jusqu'à Eilat. À travers Israël entier, à l'intersection, dans les carrefours, le long des routes, bloquant des routes, ne bloquant pas les routes, avec des tambours, avec des enfants, avec des survivants de la Shoah, avec la communauté high-tech, des pilotes de chasse, la communauté médicale, l'armée, moi-même, avec mes enfants, avons défilé jusqu'à Jérusalem avec les réservistes.
C'est vraiment une des choses les plus extraordinaires qu'on ait vues en Israël. Des soldats qui maintiennent Tsahal, parce que ceux qui sont en service militaire font une toute petite partie. Ceux qui sont vraiment l'armée sont ceux qui sont volontaires pour la réserve. Mon mari, entre autres. Et cela défile pour dire, c'est pas le contrat qu'on a avec le pays. On ne peut pas être volontaire pour une dictature. C'est quelque chose qui inspire, comme il a été dit. C'est inspirant, cet esprit de notre société. Je voudrais également dire que les réformes judiciaires, ce n'est pas une réforme judiciaire, il faut effacer ces mots. C'est un mensonge. C'est un coup antidémocratique, il faut utiliser ces mots-là. C'est un coup d'État antidémocratique. Peut-être que le système judiciaire doit des amendements ici ou là, mais ça n'a pas besoin, ce genre de réforme, ça a besoin d'amélioration, comme beaucoup de systèmes en Israël et partout dans le monde. Ceci est un coup d'État antidémocratique, et c'est dangereux. Je voudrais dire quelques mots au sujet de Netanyahou. Je ne peux pas me contenir, désolé. Cet homme est vraiment détruit Israël. Il est au pouvoir depuis des décennies. Il devrait partir. Il a été accusé par le gouvernement israélien de déni de justice, de fraude et de corruption. Il devait être devant les tribunaux. Mais non, il est en train d'essayer de changer les tribunaux israéliens. Vous ne voyez pas à quel point c'est ridicule, à quel point c'est dangereux pour Israël et pour n'importe quel autre pays. Cet homme devrait être loin, loin de la politique dans tous les sens du mot. Nous devrons arrêter d'admirer cet homme, le fait qu'il a un bon anglais. Moi aussi, je parle bien anglais. Moi aussi, je pourrais être Premier ministre d'Israël. Cet homme est devant chaque canal médiatique et ment à travers le monde. Il ment sans s'y lier. C'est terrible pour nous. Quoi ? Canada a ce genre de système. Est-ce qu'Israël ne peut pas être comme le Canada? Non, il ne peut pas. C'est un mensonge. Israël n'a pas le système tel que le Canada ou les États-Unis. Ça a été déjà dit. Nous n'avons que la Cour suprême. Vous voulez affaiblir la Cour suprême, vous voulez tuer notre démocratie pour vous sauver vous-même. Et dans cette mauvaise coalition avec des formes messianiques, nationalistes, avec des criminels accusés comme Smotrich, une honte pour Israël que ce type s'appelle ou se nomme ministre d'Israël. Une honte. Ce type a dit très clairement, la solution du problème palestinien, c'est trois choses. Soit vivre sous notre règle ou partir de leur propre gré. Ou on les fera partir à la pointe du fusil. Est-ce que c'est une façon de parler? C'est horrible, ça ne représente pas Israël de quelque manière que ce soit. Moi, j'ai commencé mon militantisme il y a 27 ans avec Gildor, lorsque Yitzhak Rabin a été assassiné. Un des plus grands inspirateurs a été Itamar Ben-Gvir et son groupe de criminels qui a armé la main de ce criminel. Il appelle à une peine de mort contre les terroristes musulmans, pas contre le terrorisme juif. Et lui, c'est l'un d'entre eux. C'est horrible que notre État d'Israël, construit par le peuple juif, qui a tant souffert de la discrimination à travers les siècles, aurait ces gens-là à son gouvernement. Nous disons de la Shoah, jamais plus. Non, c'est plus jamais plus pour le juif, ce n'est plus jamais plus pour quel que soit le peuple, et nous devons porter cette torche-là. Je peux vous dire avec certitude, j'espère pouvoir rentrer demain en Israël, il y a des grèves. Oui, finalement, on a une grève générale. En France, il y a des grèves générales tous les lundis, tous les jeudis. Mais bon, mais où? En Israël, il faut voir le pays se désintégrer pour avoir une grève générale. Mais maintenant, à la fin des fins, les syndicats ont rejoint la grève, l'aéroport est fermé. Pourquoi est-ce que je veux revenir? Parce que je veux revenir à Jérusalem, où j'ai déjà été à chaque manifestation, avec les centaines de milliers de gens. Et si Netanyahou pense, avec ses mensonges, il peut nous convaincre d'arrêter les manifestations, c'est pas possible. La législation ne doit pas changer, elle doit disparaître. Elle est mauvaise, elle est horrible pour Israël, ou partout dans le monde. Et Netanyahou et tout son mauvais gouvernement doit être dispersé. On a besoin de nouvelles élections, un nouveau gouvernement qui va travailler pour Israël. Je veux que mes enfants puissent regarder et voir que les gens
ne soit pas accusé de crimes horribles au gouvernement, qu'il ne soit pas corrompu, qu'il soit propre, qu'il soit beau, qu'il travaille pour la nation, pour cet extraordinaire pays d'Israël, la patrie du peuple juif, avec des droits égaux pour tous citoyens, y compris les Arabes et les non-juifs et tous ceux qui sont dans notre beau pays, qu'il l'a fait ce qu'il est. Nous méritons un meilleur gouvernement que ces gens-là. Non, on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux, qu'ils nous fichent la paix et qu'ils nous aident à construire ce merveilleux pays que nous avons déjà. Now I want to say a few words about dreams, because we artists, we are in the business of dreams. The Jews had an amazing dream. Their dream was to come to the promised land and create a homeland for the Jewish people, a Jewish homeland. So people came from all over the world, my family from Yemen. Ma famille est venue du Yémen. Elle a traversé à pied l'Arabie Saoudite, le désert. Et en 1895, elle est arrivée là, avant la création de l'État d'Israël. Les gens sont venus de pays où ils vivaient bien, mais ils étaient amenés pour réaliser ce rêve. Mais ce rêve n'a jamais été véritablement réalisé en plein. Et puis, il y a eu le mouvement sioniste qui est advenu pour diverses raisons. Il voulait une démocratie libérale, séparée des juifs, du shtetl, des juifs opprimés. Non. Un nouveau modèle juif, un nouveau paradigme de juifs éduqués, des juifs des Lumières. C'était leur rêve. Est-ce que ce rêve a été réalisé? Non. Aucun rêve n'a été réalisé à 100%. Pourtant, dans la terre d'Israël, on a besoin d'un nouveau rêve. Il faut imaginer un nouveau rêve, que nous puissions tous rêver ensemble. Et cela à l'esprit, je ne sais pas. Mais moi, j'étais une étudiante de yeshiva avant de venir en Israël. J'étais aux États-Unis, mes parents m'ont envoyé à une yeshiva. Et je voudrais vous citer quelque chose de beau du prophète Zacharie. Et je vais le dire d'abord en hébreu. Ce jour-là, le jour de la venue du Messie, le jour de notre rédemption, beaucoup de nations viendront, se réuniront à nous, et nous deviendrons une nation. Qu'est-ce que ça signifie? Que la vision, la prophétie, elle est pour que toutes les nations se réunissent, et de là, une grande lumière resplendira. Nous avons déjà commencé. On a commencé à faire la paix avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec les Émirats arabes unis. Bien sûr, les États-Unis, toutes ces nations, il faut comprendre que sans la paix, nous ne pourrons jamais réaliser nos rêves d'être un peuple libre dans notre pays. Nous ne voulons pas envoyer nos enfants à la mort dans des guerres idiotes. Mon fils est à l'armée. Ma fille, vous savez ce que fait ma fille? Elle est volontaire, 1 an, dans une école spéciale pour des enfants qui ont souffert de la PTSD, un syndrome post-traumatique, et elle et leurs amis, et ses amis, elle les aide comme des grands frères, des grandes sœurs. 1 an de sa vie au volontariat. Et après, elle veut être dans les forces combattantes, elle veut être dans la marine et donner 2 autres années de sa vie. Cette jeune femme. Et avant, elle s'occupait de TikTok et d'Instagram. Donc on ne peut jamais savoir. Il y a quelque chose à l'intérieur. On ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur des gens. Il faut croire aux valeurs. C'est important. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aussi? On a besoin d'un rêve dont nous fassions tous partie. On ne peut pas avoir toute une partie de la population juive qui ne va pas à l'armée, qui ne travaille pas, qui ne paye pas d'impôts. Il faut parler de droits égaux. On parle de droits égaux, d'opportunités et de responsabilités égales. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. La société ne peut pas exister ainsi. Et moi aussi, les Arabes, je parle des 20% d'Arabes, qui puissent aussi faire des volontariats dans la société israélienne. Mais pour ça, on a besoin de faire la paix avec les Palestiniens, des droits égaux pour les citoyens palestiniens en Israël, une société partagée où tout le monde est égal, tout le monde a les mêmes occasions et les mêmes responsabilités, tout comme ma fille. Et ça aussi, c'est un beau rêve qu'on peut rêver ensemble.
Donc il faut penser à réfléchir dans cette direction-là, des rêves qui vont nous propulser vers l'avenir. Je voudrais conclure avec une idée philosophique, et ça a à voir avec la langue hébraïque. On dit que c'est l'État juif, etc., la démocratie juive, mais il faut comprendre aussi qu'il y a un petit peu d'un paradoxe là-dedans. Qu'est-ce que ça signifie pour les non-juifs d'Israël? Qu'est-ce que juif signifie? Réforme? Conservatif? Orthodoxe? C'est de ça qu'on parle en ce moment. Il y a des juifs fanatiques qui délégitimisent que toute partie autre que leur petite partie du monde, qui mettent hors la loi les femmes et les autres aussi. Ça ne se produira pas. Israël n'est pas comme ça. Mais le fait que ça soit débattu, discuté, soyons optimistes. On doit faire face à ce problème difficile, il faut s'en occuper. On a besoin d'une constitution, que ça ne devient jamais un parti dominant en Israël. Quand on pense à toutes ces choses, quand on parle au type de société qu'on veut construire, concentrons-nous un instant sur David Grossman que vous avez mentionné, les grands poètes, les grands écrivains. Eliezer Ben Yehuda, fondateur de la langue hébraïque, qui a transformé une langue ancienne pour en faire une langue dans laquelle on puisse se draper, faire des films. Les séries israéliennes, vous savez, elles ont du succès à travers le monde entier. Il y a sur Netflix, sur HBO, partout. La langue hébraïque, c'est un miracle. Donc c'est l'État hébreu d'Israël, le seul au monde où cette langue extraordinaire est parlée. Je veux dire une autre chose au sujet de la langue. La langue opposée à la religion est inclusive. La religion est exclusive. La langue, c'est l'instrument des occasions d'égalité. Tout le monde devrait parler l'hébreu, y compris les ultra-orthodoxes, pas le yiddish. Et les Arabes devraient parler l'hébreu aussi. Mais bon, on peut parler yiddish, on peut parler l'arabe, on peut parler ce que vous voulez, mais il faut tous parler l'hébreu pour qu'on ait des droits et des responsabilités égales. Désolé si je prends trop de temps. Je voudrais conclure par un petit peu de musique. C'est pas un concert, mais attendez. Je sais pas si ça va. Désolé de le dire. Mais je veux un petit peu de chant. Simplement pour donner un exemple de la beauté de la langue hébraïque, comment elle peut s'adapter aux endroits les plus inhabituels. Gildor, mon ami, mon partenaire, a découvert que nous pouvons prendre certaines de ces merveilleuses phrases de l'arbre de la vie et de la paix de la langue hébraïque et de les lier à Mozart, à l'Ave Verum de Mozart. Et c'est merveilleux ensemble, et ça ne peut se produire que dans l'État d'Israël. ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וחול נתיבותיה שלום השיבנו השיבנו אליך ונשובה השיבנו אליך ונשובה אמן ימינו Merci. Nouvelle importante, en Israël, Benjamin Netanyahou vient d'annoncer le report de l'examen du projet de réforme de la justice qui fracture le pays. Bien. Bernard, vous nous avez ramenés à la réalité alors que nous étions encore dans la
dans la mélodie. Pardon, mais je crois que je devais donner l'information. Tout à fait, mais comme vous l'avez dit, ce n'est qu'un report. Ce qui montre bien que nous avons encore du chemin. Et je voudrais faire une transition parce que la spiritualité que j'ai ressentie dans la chanson que nous a si bien interprétée Noah nous conduit tout à fait maintenant, et je suis très heureux qu'il soit avec nous, à demander au rabbin Rivon Krige, rabbin de la communauté Massorti de Hadat Shalom à Paris, de nous dire pourquoi il s'oppose à ce que ces lois soient mises en place et quel est le sens profond que si ces lois devaient être mises en place, quelles seraient les conséquences, je dirais même par rapport à l'être juif qu'il est et qu'est le judaïsme tel qu'il le vit. Merci, Rivon. Ne nous y trompons pas, Israël est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il n'a pas seulement à choisir entre deux visions diamétralement opposées de démocratie libérale ou illibérale. Il doit aussi choisir entre deux visions contraires de ce que doit être un État juif. L'une compatible à la démocratie, l'autre non. Il est sidérant que l'on soit arrivé là, mais on ne peut plus longtemps se voiler la face. De même qu'il existe deux versions contraires de la démocratie, il existe bien deux formes de judaïsme que tous semblent opposer, et les écarts ne vont pas s'estomper par magie. Il suffit pour s'en convaincre de lire le programme de loi religieuse qui est à l'ordre du jour, qui sera encore à l'ordre du jour du Parlement, et plus encore d'écouter les déclarations ou de lire les publications de ceux qui comptent parmi les chefs spirituels, qui inspirent les partis religieux. Aujourd'hui, déjà, il est question d'obtenir une dispense définitive du service militaire pour les étudiants en yeshiva, ou même civil, de démultiplier leurs subventions, d'imposer la stricte séparation des hommes et des femmes dans certaines manifestations culturelles à caractère public, voire dans certains transports publics. On parle d'instaurer des tribunaux rabbiniques qui pourront juger des affaires civiles, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'existe pas dans le milieu ultra-orthodoxe qui préside à ces tribunaux une égalité de droit au sens des États modernes. On parle de renforcer le monopole du grand rabbinat en matière de conversion, de renforcer le monopole de l'orthodoxie comme seule expression religieuse légitime, ce qui n'est le cas dans aucun autre État dans le monde. Il est question de permettre une clause de conscience au nom de laquelle un médecin serait parfaitement en droit de refuser certains soins à des personnes homosexuelles ou donnerait droit à des hébergeurs de leur refuser une chambre au seul motif que leur choix ou orientation personnelle ne leur convient pas. Certains rabbins préconisent d'ores et déjà de refuser toute vente immobilière, voire la simple location, à des personnes non juives. Or, tout cela n'est encore, pour les factions radicales, que l'avant-goût d'un agenda bien plus vaste, dont je n'hésiterai pas à dire, hélas, qu'il est profondément sexiste, ségrégationniste et suprémaciste. Dans leur vision du judaïsme, on n'est pas égal si on a un homme ou une femme, un hétéro ou un homosexuel, un juif ou un non-juif, un religieux ou un non-religieux, un orthodoxe ou un non-orthodoxe, qualifié d'hérétique. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait des dizaines d'années que l'on a permis en Israël, par naïveté ou opportunisme politique, que se développe tout un réseau d'écoles et d'académies religieuses à l'aide de financements d'État dans lesquels, disons-le sans détour, une idéologie théocratique, profondément antidémocratique domine les esprits. Ne nous y trompons pas. Si la soi-disant réforme de la justice passe,
les partis religieux radicaux composant la majorité n'hésiteront pas à faire peser tout leur poids pour que soient votées des lois bafouant les libertés fondamentales, sans qu'aucun contrepoids judiciaire ne pourra y mettre fin. Ce qui se profile en arrière-fond de la dite réforme n'est rien d'autre que l'ouverture d'une boîte de Pandore, le pavement d'un boulevard aux fondamentalistes et ultranationalistes de tous bords. Et pourtant, il existe bien un autre judaïsme, une autre façon d'envisager le judaïsme. On le voit dans les manifestations de la société civile israélienne, où se distinguent des personnes ouvertement religieuses, toute affiliation confondue, et pas seulement non orthodoxes. Que l'on songe à de grandes figures rabbiniques, ardents défenseurs de la démocratie, qui ont participé à la naissance de cet État, ou qui ont occupé des postes rabbiniques de première importance. Je pense à Ben Sion Uziel, grand rabbin du Yishuv avant la création de l'État, qui a défendu le droit de vote des femmes contre l'avis d'autres rabbins, ou encore à Chaim David Halevi, grand rabbin de Tel Aviv dans les années 90, qui a édicté une conception de la loi juive opposée à toute discrimination ethnique. Certes, dira-t-on, lorsque l'on scrute les écritures de la tradition juive depuis la Bible, en passant par le Talmud, jusqu'aux écrits rabbiniques des temps modernes, on trouve l'expression d'une société stratifiée et compartimentée avec des institutions religieuses au pouvoir coercitif. Si bien que certains esprits, mal inspirés, déclarent que la démocratie est une idée étrangère au judaïsme. Il n'y a rien de plus faux et de plus absurde. Ou alors, il faudrait concéder que c'est le monde juif tout entier qui est devenu étranger au judaïsme. Car évidemment, en 3000 ans, toutes les sociétés ont évolué. Et le judaïsme lui-même s'est profondément transformé. À bien des égards, on ne peut que s'en féliciter, sans rien céder évidemment à l'idée naïve d'un progrès linéaire de la civilisation. Aussi, je poserai la question de fond qui reste comme un angle mort, qui est loin d'être réglé dans le monde religieux. Écoutez-là, cette question, elle va vous paraître surréaliste, mais elle est aujourd'hui présente de manière latente. Est-ce que vouloir un État juif consiste à viser progressivement, peu à peu, à rétablir la société d'antan, celle de l'Antiquité, celle qui se reflète dans la Bible et le Talmud, et en quelque façon encore au Moyen-Âge? C'est une société dans laquelle, je le rappelle, mais on l'oublie, on pratiquait l'esclavage, où régnait le patriarcat, où on administrait publiquement la peine capitale, notamment pour crimes d'hérésie, de blasphème ou de non-observance rituelle, où l'on assénait des punitions corporelles au fouet. Si la fidélité au judaïsme authentique consiste à vouloir peu à peu restaurer ce type de normativité au prétexte que c'est elle qui est décrite et même prescrite dans nos écrits les plus classiques, nous nageons en plein fondamentalisme et nous ne sommes plus très éloignés de la théocratie des mollahs en Iran. En revanche, si la fidélité au judaïsme authentique consiste à repérer comment, depuis la Bible, en passant par le Talmud jusqu'aux écrits rabbiniques modernes, s'exprime l'aspiration à toujours plus de justice, plus de considération pour la dignité des individus, alors on est dans le creuset même de la démocratie. En effet, s'il est bien un aspect remarquable de la littérature biblique et rabbinique, et qui fait sa grandeur, c'est que l'on voit des prophètes n'avoir de cesse de critiquer les abus de pouvoir des souverains, où l'on voit des rabbins n'avoir de cesse d'opposer leurs opinions les uns aux autres dans une culture intense du débat et une recherche éperdue de la norme juste, tout en respectant l'opinion minoritaire. Oui, je le revendique fièrement. Bien des idées liées à la liberté de conscience, d'opinion, le droit à la pluralité et à la critique sont le cœur battant de notre tradition. Oui, l'on peut être à la fois engagé dans sa foi et sa piété, avoir à cœur d'honorer la discipline religieuse qui élève les humains à la dimension du sacré, tout en défendant âprement le droit de tout individu à faire ses choix de conscience, tout en accueillant dans le plus grand respect ceux qui sont d'une autre culture ou d'une autre conviction.
Prenons garde. Partout dans le monde, on observe une érosion de grandes valeurs de liberté et de pluralité qui fondent les démocraties libérales. Le combat qui se mène actuellement en Israël pour défendre la démocratie nous concerne tous, car demain, nous pourrions avoir le mener ici même, en terre d'Europe. Au cœur de ces valeurs, il y a l'idée sacrée que l'on ne peut plus faire triompher ses idées et sa normativité par la coercition, mais seulement par la persuasion. Au cœur de ces valeurs, il y a l'idée prophétique à tout pouvoir. Il faut un contre-pouvoir qui le contrôle et le délimite pour qu'il n'abuse pas de son autorité en accordant des privilèges, en tolérant la corruption et en brimant les minorités. S'il est un certain rééquilibrage opéré dans la répartition des pouvoirs, il faut veiller à ce qu'il s'opère dans le dialogue, le plus grand consensus, et non pas le passage en force. Puisse l'Éternel entendre cette prière inspirée du prophète Amos, que le bon droit jaillisse comme l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit point. Que l'Éternel instaure la paix dans les hauteurs et la répande sur nous et sur tout le peuple d'Israël et sur toute l'humanité. Osei shalom bimromav, hu yasei shalom aleinu v'al kol Israël, v'al kol yoshvei tevel, v'yimeru. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, je voudrais juste signaler que dans la prière par laquelle Rivon a clôturé son intervention, Aosé Shalom Bemromav, prière que l'on dit tous les vendredis dans toutes les synagogues du monde, dans la tradition massorti, la tradition donc, à laquelle se rattache Adat Shalom, il est dit Aosé Shalom L'âme Israël, à tous les peuples de la terre. Et ça ne se dit pas toujours dans les synagogues consistoriales. Je tiens à le signaler et je crois que c'est très important de le dire. Maintenant, évidemment, quand on parle de constitution, on pense en France à une grande figure qui a été président du Conseil constitutionnel, qui a été un grand ministre de la Justice, du gouvernement de François Mitterrand en son temps, Robert Badinter. Nous avons été le voir et la première question que nous avons posée à M. Badinter, compte tenu que l'un des projets de ce gouvernement est d'établir la peine de mort uniquement pour les terroristes palestiniens, je le signale, la première question que nous lui avons posée, c'était qu'est-ce qu'il se pense de ce projet lui-même. Pouvez-vous, s'il vous plaît, envoyer l'enregistrement de M. Badinter? Il est contre, je suppose. Un des sujets de fierté qu'ont eu les Juifs dans le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait été si cruel, c'est que l'État d'Israël n'ait pas voulu introduire dans sa législation la peine de mort. C'était d'une certaine manière la réponse de la civilisation de la vie à l'hitlérisme et à la mort. Et nous avons tiré tous les Juifs, au-delà de l'État d'Israël, une grande fierté de ce que le nouvel État juif reconstitué refusait la peine de mort, qui était le signe même de la barbarie nazie. Je sais qu'Eichmann, j'ai assisté au procès des temps lointains, a été condamné à mort, exécuté, mais depuis l'instauration jusqu'à ce jour, et en dépit des attaques constantes des terroristes, jamais
Israël n'a voulu rétablir la peine de mort. Jamais. Et pourtant, le terrorisme ne date pas d'hier. Ce n'est pas seulement la nécessaire dimension d'humanité qui doit prévaloir dans l'État d'Israël reconstitué. C'est aussi un mouvement qui emporte à travers le monde toute la démocratie. La démocratie et la peine de mort ne sont pas compatibles. Et puis, il faut être lucide. Les terroristes entretiennent avec la mort des rapports secrets et névrotiques. Ils donnent la mort. Ils aiment la mort. Ils sont les agents de la mort. Mourir, pour eux, ce n'est pas autre chose que répondre à cette fascination secrète. Espérer dissuader le terrorisme par la peine de mort, c'est absurde. C'est une trahison de ce que nous avons de plus sacré. Accepter de donner la mort, c'est rejoindre les bourreaux des Juifs et les adversaires d'Israël aujourd'hui. Que M. Netanyahou ait choisi la voie de la démagogie politique, c'est sa façon à lui de concevoir le rapport à l'électorat israélien. Ce n'est pas, à mes yeux, la façon la plus honorable de s'adresser au peuple d'Israël. Ça porte le nom de démocratie libérale. Mais je dis simplement et fermement, s'en prendre à une institution nécessaire qui a témoigné dans le passé de son attachement aux libertés fondamentales et le ferait encore aujourd'hui, c'est s'en prendre en effet à ce qui constitue l'inspiration même de l'État d'Israël, la loi, le respect de la loi. Je connais bien la Cour suprême d'Israël, j'ai lié d'amitié avec un certain nombre de ses membres. C'est une juridiction qui honore grandement l'État d'Israël et qui, au service des libertés et du droit, a rendu les plus grands services. S'en prendre à la Cour suprême, c'est s'en prendre à ce qui constitue l'essence même du judaïsme et, je dirais, de l'État d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire le respect de la loi. La loi, c'est le mot sacré pour les Juifs. Nous sommes, nous, Juifs, amoureux de la loi. Le temple, aujourd'hui, de cette loi en Israël, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour suprême. Et par conséquent, s'en prendre à cette haute juridiction si respectée en Israël et au-delà d'Israël, c'est abaisser pour des fins purement politiques, je dirais même politiciennes, abaisser Israël dans le monde. Encore une fois, ce n'est pas au peuple de la loi de s'en prendre au temple de la loi. Je pense que cette dernière phrase restera.
en tout cas. Elie Barnavi, qu'à Bruxelles on ne présente pas, qui intervient ce soir à la fois en tant que membre créateur de JCall et aussi en tant que fondateur avec un certain nombre de ses amis diplomates ou anciens diplomates israéliens du Policy Working Group, un groupe qui en Israël milite pour faire la promotion à la fois d'une solution politique au conflit trop long que nous avons avec les Palestiniens et pour influencer, autant qu'on puisse le faire, la politique internationale pour qu'il y ait une solution à ce conflit. Donc Elie, à toi de conclure cette conférence. Merci. Merci David. L'honneur redoutable d'être le dernier d'un tel panel a un bon côté. On n'a plus rien à dire. Tout a été dit et fort bien dit. Et donc, il ne me reste plus grand-chose à faire. Mais quand même, on ne peut pas ne pas respecter au minimum son contrat. D'autant plus que notre ami Bernard-Henri Lévy, qui n'a pas pu être de nôtre ce soir, m'a demandé de lui faire l'amitié de lire, à titre de message, quelques passages de son bloc-notes du Point, et je lui ai promis de le faire. Alors je le ferai, j'enchaînerai ensuite sur quelques remarques personnelles que vous voudrez bien voir ou non en guise de conclusion. Alors cet article est paru, ce bloc-notes est paru le 16 mars et il commence par une grande déclaration d'amour à l'État d'Israël. Vous connaissez le style de BHL, je vous assure que ça a du souffle et ça a de l'allure. Et ça commence par « J'aime Israël ». Mais je n'ai pas le temps de tout lire. Alors je saute directement à l'objet de notre réunion, puisqu'il continue, après cet hymne, il continue par dire « C'est dire mon inquiétude et ma colère au vu de la crise politique et morale qui secoue désormais le pays ». Les apprentis sorciers, dit-il, d'aujourd'hui arriveront-ils alors à leur fin? Heureusement, rien n'est moins sûr, car c'est un vent de révolte qui se lève en Israël même contre ces entreprises suicidaires. Pilotes de chasse de Tsahal qui refusent une séance d'entraînement, réservistes de la marine qui, pour dire le refus d'une démocrature façon Pologne ou Hongrie, bloquent le port de Haïfa, hauts gradés du Mossad qui, parfois à visage découvert, ne craignent pas de parler d'un risque de putsch constitutionnel. Tant de défenseurs et héros du pays qui, les uns après les autres, font savoir qu'ils désobéiraient à des ordres qui mettraient en péril la sécurité du pays. Et puis ces centaines de milliers d'Israéliens qui descendent dans les rues pour rappeler que leurs pères et grands-pères ont libéré un peuple livré jusque-là sans défense au vent du ciel et aux flèches des hommes, et qui ne se sont pas sacrifiés pour que l'aventure finisse dans cette caricature du génie juif que sont les partis religieux d'aujourd'hui. C'est là qu'est l'esprit du sionisme. C'est dans cette société civile magnifique qui est le cœur battant d'Israël. Et ce sont ces forces vives que les Juifs et leurs amis doivent, à tout prix, partout, encourager. Il faudra pour cela garder deux convictions bien en tête. Israël a triomphé de tant de crises qu'il y a peu de doute quant à l'issue et que, dans la longue histoire de cette jeune nation, les mauvais bergers comptent pour peu. Et si je me trompais, si le vent du nihilisme l'emportait pour un temps, si la métaphysique d'Herzl paraissait s'engloutir dans la pire des politiques, il ne faudrait ni céder au découragement, ni tomber dans le piège sournoisement tendu par le mauvais esprit. De même qu'il y a une idée de la France, ou de l'Italie, ou de n'importe quel autre pays, qui survit à cette défiguration, de même Israël serait outragé, abîmé, mais vivant. Jusqu'ici, Bernard Lévy, et ensuite son pâle successeur. Je me contenterai
de trois remarques rapides. En vous écoutant parler, mes amis, dans le langage qui est le vôtre, qui est le nôtre, dans le langage poli, courtois, parfois professionnel, en parlant de dérive populiste, je me suis demandé si ces mots portent bien l'horreur de ce qui nous arrive. Il faut être sur place, il faut voir ces gens, il faut les entendre pour comprendre que dérive populiste est un mot gentil. Nous sommes dans l'urgence absolue. On a affaire à une équipe de barbares et à une tentative radicale de destruction du régime démocratique israélien. Même ça, ce sont des mots, vous me direz. J'espère qu'ils sont un peu plus forts que dérive populiste. Ils n'en ont rien à faire de la démocratie. Au contraire, ils haïssent la démocratie. La démocratie est un régime grec, donc anti-juif. Je ne parle pas de Netanyahou. Netanyahou, c'est un autre cas. Noah a dit ce qu'il fallait dire de Netanyahou, et encore, elle était très gentille. C'est un Trump intelligent et cultivé. Il n'y a pas pire. J'aime mieux l'autre. Et donc, face à cette brutalité, face à cette pulsion destructrice, on a fait ce qu'il fallait. Et c'est mon deuxième point. Et je crois que nous sommes en droit de redresser l'échine et d'être fiers de ce pays quand même. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Eux non plus d'ailleurs. Netanyahou et leur. Je parlais dans un papier dernièrement de l'ours libéral israélien qui hibernait. Vous savez, surtout quand on vivait à Tel Aviv, on vit bien à Tel Aviv. Et donc, il se passe à côté des choses désagréables. Il se passe même à Tel Aviv des choses désagréables, mais on s'habitue à tout, vous savez. Surtout que la vie est agréable, qu'il fait beau, qu'il y a la mer, qu'il y a des jolies filles, tout va bien. Et puis, il a fini par se réveiller. C'est-à-dire que les autres étaient tellement confiants que l'ours libéral ne se réveillerait jamais et qu'on allait pouvoir lui faire ce qu'on voulait, qu'il a fini par se réveiller, par se déployer et par rugir. Et quand, vous savez, nous, les autres libéraux, nous sommes des mollassons, en fait, je le disais tout à l'heure à des amis dehors, nous n'aimons pas les conflits, nous n'aimons pas l'affrontement, nous n'aimons pas la confrontation, nous sommes tolérants. Et donc nous voulons bien comprendre l'autre, même quand il nous paraît détestable. Il est difficile de nous mobiliser. Ça prend du temps. C'est vrai pour des individus, comme pour des démocraties libérales, pour des pays. Mais quand nous sommes dos au mur, quand on sent que toute notre patience est épuisée et que nous sommes au bord de la mine, à ce moment-là, nous devenons féroces. Et j'ai pu voir, et c'était un spectacle magnifique, j'ai pu voir mes frères et sœurs démocrates en Israël devenir féroces. J'ai pu voir la haine dans leurs yeux. Et cet éclat m'a fait du bien, parce que c'est une promesse d'avenir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas gagner, parce qu'on ne gagne pas contre toutes les forces vives de son pays. On ne peut pas gouverner un pays s'il y aura toutes les élites contre soi. J'ai remarqué l'autre jour que tous les régimes autoritaires se débrouillent pour diviser les élites et se gagner au moins les faveurs d'une part de ces élites. Partout, regardez bien, que ce soit en Hongrie, en Pologne, au Brésil, partout. En Israël, Netanyahou et les siens sont seuls. C'est quand même extraordinaire. Ils n'ont personne. Il y a eu une lettre de 300 économistes éminents qui ont signé il y a longtemps déjà.
Ils n'ont pas trouvé un seul pour prendre la défense de sa réforme judiciaire. C'est quand même remarquable. Alors, c'est vrai en Israël, c'est vrai dans le monde où ça devient, où les gens commencent à regarder Israël, le régime israélien, d'un œil torve et se dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Partout où il va, il est accueilli par des manifestations. Partout où il va, il est humilié par ses autres, de manière plus ou moins dure. On ne peut pas gagner dans ces conditions. Alors, ce que j'ignore, c'est quelle sera la forme de cette victoire. Qu'allons-nous en faire? J'ignore comment tout ça va se terminer. Ce que je sais, c'est que lui ne peut pas gagner, mais je ne sais pas encore comment nous allons gagner. J'ignore encore la forme de contenu de cette victoire. Ce que je sens au fil des manifestations, des papiers que je lis et des discussions avec mes amis, c'est qu'on ne pourra pas, on ne voudra pas revenir à la situation d'avant. Il n'y a pas de retour après une crise pareille, après un passe pareil, après une secousse pareille, un de ces moments rares dans la vie des nations qui divise un avant et un après. On ne revient pas simplement en arrière. Il va y avoir une remise à plat. On va demander des choses qu'on n'a pas osé demander jusqu'à maintenant parce que la vie était comme ça et qu'on s'était habitué. On va demander une constitution. On va demander enfin que l'on se remette en tête et dans le cœur le problème palestinien. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Tout ce qui nous arrive, tous les monstres que nous avons enfantés, les Smotrich, les Ben-Gvir et tous les autres, ils sont tous issus de l'occupation. Ils n'auraient aucune chance. Ils n'auraient aucune chance s'il n'y avait pas eu l'occupation des territoires, s'il n'y avait pas eu ce cancer qui ronge le corps de la nation. Parce que c'est comme le nuage de Tchernobyl, vous savez. Il ne s'arrête pas aux frontières de la France. De la même manière, la pourriture morale dans les territoires, le non-droit, la brutalité ne s'arrête pas. Ça finit par pénétrer. C'est comme ça qu'on a perdu Rabin. C'est un produit de là-bas, lui, Yigal Amir. Et c'est comme ça que nous sommes en train de perdre notre démocratie. Donc il faudra bien s'occuper enfin du problème de l'occupation. Et enfin, troisième point. Troisième et dernier point. Si nous sommes ici, si moi je suis ici, moi qui ne suis pas belge, ni français, ni même européen, techniquement. Belge, français et européen. Si je suis ici, ce n'est pas pour vous dire tout cela et pour vous parler de la politique israélienne. Vous le savez aussi bien que moi. Ce n'est pas pour vous convaincre des bienfaits de la démocratie libérale. Vous êtes aussi convaincus que moi. C'est pour vous demander, pour vous dire que nous avons besoin d'alliés, que nous ne voulons pas être seuls, que les Juifs de la diaspora sont importants pour nous accompagner et nous soutenir dans ce combat. Les Juifs américains le font. Les Juifs européens traînent quand même un peu la patte. C'est pour dire à mon excellent ami Bernard Guetta que nous avons besoin de la voix de l'Europe et que cette voix de l'Europe est bien timide et bien mollassonne et bien couarde, je dirais. C'est vrai pour les autres États démocratiques. On a besoin qu'on nous dise, parce que c'est ça être un ami d'Israël. C'est pas nous caresser dans le sens du poil et dire vous êtes merveilleux. C'est dire vous êtes en train de vous enfoncer. Vous êtes en train de perdre vos repères. Réveillez-vous. Et si vous ne vous réveillez pas, nous vous aiderons à vous réveiller. Nous avons des moyens pour ça. Tu vois bien ce que je dis, Bernard. Nous en avons parlé, et toi et moi. Et je cherche, c'est pour ça que ce
Policy Working Group existe, c'est un petit groupe, mais nous agitons beaucoup, nous écrivons des lettres aux ministres, aux parlementaires, nous essayons de les convaincre de l'urgence du problème. Alors, je sais bien que l'historien que je suis est censé ignorer l'idée d'irréversibilité. Rien n'est irréversible, sauf la mort. Mais justement, j'ai peur qu'au-delà d'un certain seuil, notre situation devient vraiment irréversible. Et là, je ne parle pas de la démocratie. Je crois que nous allons emporter cette manche-là. Mais si nous ne résolvons pas le problème palestinien, si vraiment nous nous enfonçons dans l'alternative mortifère de l'apartheid ou de la guerre civile, à ce moment-là, le sort même d'Israël sera en jeu. Et il sera trop tard pour dire on aurait dû les aider à ne pas arriver là. Donc, nous avons besoin d'alliés. Je vous en supplie d'y penser tous les matins, en vous rasant ou en vous maquillant. Merci beaucoup. Merci Elie. Tu as dit, entre autres, que l'ours s'est réveillé. Je ne sais plus comment tu as parlé de la société israélienne. Je voudrais juste rappeler un article que vient d'écrire un ami qu'on a reçu ici dans cette enceinte, Shaul Arieli, officier de réserve, qui est un des meilleurs historiens, un des meilleurs connaisseurs du conflit. Il vient d'écrire un article en disant que ce qui se passe en ce moment, cette loi, ce projet de loi complètement fou, c'est le Pearl Harbor d'Israël. Rappelez-vous, 41, ce qu'avait dit à l'époque l'amiral japonais qui avait été le vainqueur de Pearl Harbor, il avait dit « on a réveillé un géant ». Et je pense que ce qui se passe en ce moment dans les rues d'Israël, c'est le réveil aussi d'un géant. Et voilà, c'est ce qui nous amène aussi ce soir. Maintenant, Bernard, à vous. Je ne peux pas ne pas répondre à la question que Elie Barnavi vient de me poser au député européen que je suis. La réponse est d'une simplicité, si j'ose dire, biblique. La Shoah fut européenne. Et dans ce Parlement, le poids de la culpabilité européenne reste si gigantesque qu'il est extraordinairement difficile, non pas d'aborder, mais de faire réagir le Parlement sur ce qui se passe en Israël aujourd'hui, ou tout simplement sur la question de la colonisation depuis tant d'années. Très dernièrement, à la dernière plénière du Parlement, nous avions un moment sur la crise politique en Israël, c'est comme ça qu'on disait, la crise politique en Israël. J'ai terminé mon intervention en plénière en disant que nous avions des moyens de pression évidemment politiques, mais aussi économiques sur le gouvernement israélien, et j'ai senti le froid glacial d'une gêne absolue tomber sur la salle, parce que la Shoah était européenne et que la culpabilité reste immense. Mais justement. Mais non. Ne me dites pas mais justement. Évidemment que je sais mais justement. Je vous dis simplement ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, ça compte. Ça compte, et je peux vous dire que bien avant cette affaire du changement judiciaire en Israël ou de la tentative d'eux, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois des interventions en groupe, en plénière, mais je sentais à chaque fois cette gêne paralysante dont je vous parlais à l'instant. Encore une phrase. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier ceux de mes collègues parlementaires
qui ont trouvé le temps de venir participer à nos débats. Je voudrais donc remercier Pierre Laroutourou et Pascal Durand du groupe social-démocrate qui savent l'un et l'autre l'estime et l'affection que j'ai pour eux. Je voudrais remercier tout particulièrement ma très très chère amie Rouge Atoun, qui est ici présente, amie de quelques 40 ans, depuis Solidarité, depuis de grands moments de la Pologne et grande combattante des libertés en Pologne, et qui mène en Pologne le combat que, mes chers amis, vous menez en Israël, parce que c'est exactement la même chose. Au-delà de Rouja, je voudrais remercier mes autres amis du groupe Renew, Max Orville, Ilana Sicurel et Javier Nart, mon collègue d'El País. Je vous remercie. Alors, on me rappelle à l'ordre, à juste titre, il faut aussi remercier, pas aussi, avant tout, Mélanie, mon assistante, sans laquelle rigoureusement rien de ce que nous venons de vivre ne se serait passé. Je vous remercie tous et je la remercie, elle. Bien. Puisqu'on en est au remerciement, je tiens personnellement à remercier Michel Zlotowski, qui, depuis sa cabine, a assuré toute la traduction de cette soirée. Cette soirée a, je pense, et je l'espère, a été enregistrée. J'espère qu'elle pourra être mise peut-être dès demain ou après-demain au maximum sur le site de J-Call, sur notre chaîne TV J-Call, sur YouTube. Donc vous pourrez la revoir. Je ne sais pas dans quelle langue, mais en fait ça, on verra. Voilà, donc merci à tous. Sur un plan technique, les Parisiens qui sont venus en car et qui ont l'assurance de pouvoir retourner à Paris ce soir ont un rendez-vous quelque part, je ne sais pas où. Alors, Martine, qui est responsable du groupe, tu coordonnes avec le groupe le rendez-vous. Merci à tous et on continue. Merci à toi.